Avant de laisser la parole à Samir pour cette table ronde sur le recrutement, j'ai oublié les merci, donc c'est le moment de remercier. Foodorama, c'est effectivement toute l'équipe service compris, donc merci à Maude, merci à Pauline, merci à Marie-Sophie, merci à Félix et merci à Laszlo dans l'équipe service compris. Et c'est aussi possible grâce à nos deux partenaires, Transgourmet, partenaire de longue date, et Brémar, qui rendent possible cet événement. Voilà, les merci de rigueur importants. Je laisse la parole à Samir et à ses invités pour la deuxième table ronde. Merci Romain, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi c'est Samir Ouriagli et j'ai la joie d'animer cette table ronde avec tout d'abord Julia. Salut Julia, il y a ton micro qui est là. Donc, Julia du restaurant Maslow dans le premier arrondissement. C'est bon, c'est ouvert. C'est bon. Salut Julia. Bonjour à tous. Dauphine Pio du groupe Big Mama, DRH. Ouais. De tout le groupe pour la France. Pour la France, oui. Très bien. Enchanté. Et César tout le monde, lui qui vient directement de Lille. Salut César. Salut. Du groupe, on peut dire le groupe Comptoir Velan ou on dit les restaurants Comptoir Velan, comment tu préfères? Comme tu veux, un petit groupe, les restaurants. Un petit groupe. Alors ce qui est génial, c'est que vous allez voir, il y a une énorme diversité ici sur déjà les tailles, les maturités, le style d'entreprise. Et vous allez voir, on va parler de la marque employeur. Et c'est intéressant de parler de la marque employeur parce que finalement, c'est quoi exactement la marque employeur? La marque employeur, c'est l'image d'une entreprise, non pas au travers de ses services, de ses produits, mais plutôt à travers des hommes, des femmes qui collaborent au sein de ces entreprises. C'est plus ou moins ça, on est bon là? Ouais, ça vous va tous les trois? Bon. Et moi alors, pour me présenter brièvement, Samir Ouriagli, je suis, comme peut-être certains d'entre vous le sont ou le seront, bientôt. Je travaille dans la communication. Aujourd'hui, j'ai créé une marque d'épices française qui s'appelle Encore. Donc, c'est une reconversion professionnelle. Je crois que ça doit parler à certaines peut-être personnes dans la salle. Et je suis également co-animateur du podcast Business of Bouffe depuis 1 an, aux côtés de Philibert Chambre, le fondateur. Donc voilà. Ben, merci à tous. Alors, première question. C'est pourquoi c'est important d'avoir une marque employeur? Julia, peut-être, parce que toi, justement, Maslow, tu vas nous en dire un mot. C'est un restaurant tout jeune, qui a 8 mois. C'est très très jeune dans le monde des restaurants. Tu as déjà une expérience par ailleurs, ça c'est sûr, en tant qu'entrepreneur. Et donc pourquoi c'était important pour toi d'avoir cette marque employeur définie et appliquée? Écoute, chez nous, je pense que c'est important à 2 titres. Donc, on est un restaurant avec une ambition low impact, éco-responsable assez affirmée. Du coup, sur cette partie-là, qui n'est pas le sujet de la table ronde, on a fait beaucoup de choses avec des beaux résultats, mais ça n'a pas de sens pour nous de pas poursuivre ça sur le volet social. Donc, du coup, cette marque employeur, c'est aussi un peu le reflet des engagements qu'on a par ailleurs sur le métier, on va dire. Et deuxièmement, j'ai envie de te dire, vu le niveau, catastrophique du marché du recrutement dans ce secteur, si t'as pas de marque employeur, tu pars mal. Enfin, tu n'auras pas de staff, quoi. Donc, t'as intérêt à bosser le sujet, je pense. Parce qu'effectivement, la restauration a toujours connu des problèmes, on va dire, ou des problèmes de recrutement ou de fidélisation de ses employés, encore plus ces dernières années. Et pour toi, tu voulais vraiment y répondre de cette manière-là, via la marque, via une culture d'entreprise où tu pouvais intégrer un maximum de personnes? Oui, c'est ça. En fait, on s'est dit, bon, on va galérer comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, on galère comme tout le monde. Hein. La marque employeur ne sauve pas des écueils du recrutement et des RH, mais on s'est dit, bon, on va tout de suite essayer de proposer un truc qui fait envie si on veut arriver à recruter, monter des équipes et puis venir... c'est un peu basique aussi, mais venir bosser dans des conditions sympas. On fait ça, c'est du business, mais c'est aussi tous les jours, tu vas au boulot, tu as des équipes, c'est quand même plus sympa quand les gens ont l'air contents. Donc ça compte, pour moi en tout cas ça compte. J'ai toujours bossé comme ça dans mes expériences précédentes aussi. Ça me fait plaisir quand les gens ont l'air contents d'aller au travail. T'as combien de personnes dans ton restaurant? Là, on est à peu près 40. Une quarantaine, d'accord. Dauphine, toi, c'est plus que 40 personnes au sein du groupe Big Mama. C'est combien le groupe Big Mama en France, c'est combien d'employés et combien de restaurants? Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, Big Mama Group, on est plus de 2000 salariés. Pour la France, on est 1200. Pour donner Toi, tu chapeautes vraiment ces 1200 personnes. Oui, exactement. Donc la France, c'est 1200 personnes. On a au niveau groupe, du coup, 23 trattorias. Et on est présent dans 5 pays en Europe. C'est mieux, ouais. En Europe. Et on a une food market qui s'appelle La Felicita, qui est à Paris. Donc aujourd'hui, ouais, on a 2000 salariés. Donc si on revient un peu sur... le sujet de la marque employeur, c'est... quelque chose que vous avez développé il y a longtemps, dès le début, ou Ouais. bien ça s'est venu un peu au fur et à mesure? Alors, très concrètement, c'était depuis le début. En fait, les fondateurs, Tigran et Victor, dès le début, ils ont eu une mission qui est toujours la même depuis 2015, depuis l'ouverture de notre premier restaurant, East Mama. C'est de faire vivre le meilleur moment de la journée à chacun de nos clients. Pour ça, on a quelques ingrédients qui sont toujours les mêmes, qui sont du 100% fait maison, des produits qui sont sourcés directement en Italie chez nos fournisseurs. On connaît le service Big Mama, c'est Big Smile italien, et dans un endroit unique. Par contre, on a une évolution quand même chez Big Mama importante sur la marque employeur. C'est 2 éléments importants. En 2018, on est devenu le premier groupe de restauration à être labellisé B Corp. Et enfin, et c'est plus sur notre sujet aujourd'hui, une marque employeur, en 2021, on est devenu une société à mission. Et société à mission, ça veut dire qu'on s'engage de manière hyper forte sur des enjeux sociétaux et environnementaux, et notamment sous le chapeau d'une mission importante pour notre staff, qui est celle de Change People's Lives with Pizza. C'est hyper ambitieux de se dire qu'on va changer la vie de notre staff avec de la pizza. Mais aujourd'hui, moi, c'est ma colonne vertébrale pour recruter, fidéliser et faire vivre toujours une super expérience chez Big Mama. César, ce mot mission, pour toi, il n'est pas anodin non plus, hein? Non, il n'est pas anodin. Est-ce que d'abord tu peux nous rappeler un peu Comptoir Volant? Donc tu viens de Lille, ça je l'ai dit. Tu peux nous dire Comptoir Volant, c'est donc un peu l'histoire brièvement, s'il te plaît. On a démarré il y a une petite dizaine d'années avec des food trucks. On était des bébés entrepreneurs. Ouais. C'était 2 reconversions professionnelles. Moi j'étais communicant et mon associé était dans la finance. Encore une reconversion professionnelle, c'est bien, ça va parler encore une fois aux gens ici. Voilà. On a démarré avec des food trucks et on n'était pas du tout des entrepreneurs visionnaires. On a démarré avec des food trucks parce que c'était pas cher, parce que ça se faisait ici, et on a choisi notre terre natale très riche en entrepreneuriat, le nord de la France, ouais. Et la métropole lilloise. Et voilà, et on a démarré comme ça à l'instinct. Et quand je dis qu'on n'était pas du tout visionnaire, c'est le seul truc qui nous motivait, c'était d'entreprendre, c'était cette liberté qui était un Graal pour nous. Et on a construit cette boîte au fur et à mesure du temps pour la porter aujourd'hui à une grosse quarantaine de collaborateurs sur 5 points de vente. Et c'est plus que des food trucks maintenant. Ouais. Donc en fait, on a encore un camion et on a 4 points de vente en dur, 100% sur la métropole lilloise, avec une volonté de développement exclusivement en local. De peu visionnaire, en tout cas, on a construit un petit peu notre personnalité d'entrepreneur, et d'intuitivement très dédié au staff, c'est devenu une mission écrite, verbalisée, assumée. Oui, toi aussi. Parce que ce qu'on a fait spontanément au départ, et je pourrais développer, en fait on s'est rendu compte que ça nous aidait très précieusement en termes de business, d'abord auprès de nos clients, et puis aussi à émerger effectivement dans un monde que nous on dit sinistré en termes d'emploi. Voilà, ça fait de nous une boîte qui a peu de difficultés de recrutement, qui subit presque pas son turnover, et qui, dans un marasme ambiant sur un plan RH, vit pas trop mal le contexte. Alors quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, on pense à plein de choses. On va penser généralement à l'endroit, on va penser au concept, on va penser aux produits, au sourcing. Et c'est vrai que le côté recrutement, ça n'est pas forcément parti au début du projet. C'est quelque chose, enfin je me trompe peut-être, hein, peut-être que comme tu disais il y a 10 ans, ça ne faisait pas partie toi de ton projet, c'est venu petit à petit.
Toi, en revanche, Julia, c'est quelque chose vraiment où tu t'es dit, je veux l'intégrer dès le départ. Quand on a parlé avec tes associés, quelle a été leur réaction? Ça leur paraissait normal, comme à toi, ou bien c'était plus ta volonté, enfin la volonté de l'un de vous trois? Non, c'est la volonté de nous trois. Enfin, ouais, on n'est pas associés par hasard. C'est que sur certaines valeurs, évidemment, on se rejoint. Et oui, en fait, moi, c'est ce que je t'ai dit quand on a préparé. Pour moi, c'est un des éléments de concept, de construction de ton projet. Donc, on a eu des réunions qui s'appelaient politique RH, et j'ai des tableaux Excel avec des idées, du brainstorming, des calculs, de savoir combien d'offrir ça ou ça pouvait coûter. Et donc, on a bossé le sujet, les choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Si t'écoutes mon associé Mehdi, lui, il aurait encore donné plus. On a quand même essayé de le cadrer parce qu'il y a de l'économie derrière, donc plus tu donnes, plus ça coûte aussi. Mais oui, on l'a inclus dès le début. Et ça, alors concrètement, ça voulait dire quoi? Parce que tu m'as dit justement, enfin, on a un peu parlé en amont. Tu m'as raconté justement tout ce qui se passait avant l'ouverture de restaurant, qui était absolument fou parce que pendant plusieurs semaines avant, tu as fait un onboarding, tu as intégré les équipes pleinement. Tu peux nous expliquer, parce que ça peut intéresser justement les personnes qui vont ouvrir leur restaurant ou leur lieu plus tard? Oui, alors je pense que la différence, enfin pas la différence, mais ce que nous on avait, moi et mes associés, on s'est rencontrés dans mon entreprise précédente, qui était une entreprise de livraison de repas, donc Food Tech, qui s'appelait Food Cherry, qui avait à peu près 300 salariés. Donc on a une espèce de culture, enfin en tout cas on a tous vécu l'ambiance un peu start-up, qui a des mauvais et des bons côtés. Mais sur les bons côtés, ils sont quand même sympas, on a voulu préserver ça et faire ce côté team building un peu dès le début. Et aussi, il y avait des choses qui, je pense qu'on voulait ancrer dès le démarrage, qui sont pas classiques, que les gens n'ont pas forcément vu avant. Il y a une grosse partie chez nous qui est écologie, donc on est rentré dans le détail. Ils ont eu des formations particulières, et il y a une partie aussi qui nous semblait hyper importante, sexisme, harcèlement, violence en cuisine, qui était un vrai sujet. Donc en fait, on a embauché en fait tout le monde une semaine avant. Ça coûte quelque chose. Et en étant hyper transparente, ça coûte vraiment quelque chose. C'est une semaine de salaire sans chiffre d'affaires, forcément. Pour une quarantaine de personnes, moi, je pense que c'était un bon investissement, mais enfin, il faut quand même le compter dans son plan de financement. C'est pas zéro, surtout quand on parle de près de 40 personnes. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir y penser avant et l'intégrer dans son, dans le plan, effectivement, budget. Et du coup, on a fait une semaine de formation. Donc il y avait des cases, ils avaient un planning, il y a des trucs qui étaient hyper sur le vin, la carte classique. Il y avait effectivement plusieurs sessions sur l'écologie, une sur la communication non violente, une sur le sexisme, harcèlement. Là, nous on savait pas faire nous-mêmes, les autres on les a faites nous-mêmes. On a fait appel à une association particulière, là pour le coup qu'on a même payé, qui sait parler de ce genre de sujet. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait du sport ensemble, on a fait des jeux de rôle, on a parlé du resto, des règles du resto, des trucs parfois très basiques, de l'opérationnel, et puis parfois très, très large. Tout ça sur une semaine. Et effectivement, ceux qui sont encore là, ils en parlent encore. Ils en parlent et ils le partagent. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est comme toujours, quand tu choisis tes messages, tu passes un message, tu vois ce que je veux dire en fait. De choisir de parler de l'écologie ou du harcèlement veut dire que c'est des sujets importants, les gens ont retenu. Et typiquement, rien que sur ce sujet harcèlement qui me tenait quand même pas mal à cœur, j'ai l'impression qu'en tout cas la parole est assez libérée chez nous. Ils savent qu'ils peuvent venir nous en parler, que c'est pas du tout un sujet tabou. Il y avait déjà beaucoup de choses qui sont remontées. Et il y a eu des cas justement qui ont été corrigés, oui, corrigés ou licencié, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Quand je dis corriger, c'est jusqu'au licenciement. Oui, des fois, il suffit de parler à quelqu'un et ça s'améliore. Malheureusement, des fois, c'est plus grave que ça. Mais ça, je le sais, que c'est parce qu'on a mis ça dès le démarrage que toutes les équipes ont compris que c'était des sujets importants et qu'ils ne passeraient pas chez nous. Donc, ils ne passent pas. Dauphine, Big Mama, l'onboarding est hyper important chez vous, d'autant plus que, comme tu as dit, 1200 personnes, ça veut dire que chaque année, il y a des nouvelles recrues. Comment est-ce que vous intégrez justement ces nouvelles recrues, d'une part, et est-ce qu'il y a une formation aussi qui est délivrée à toutes les personnes? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe chez vous? Oui, complètement. Pour moi, la marque employeur, elle doit être complètement vécue par les salariés. C'est les meilleurs ambassadeurs de votre marque employeur, c'est vos salariés et le parcours qu'ils ont pu vivre dans votre entreprise.
Et notamment, donc Big Mama, pour moi, on a 3 axes importants de marque employeur et de parcours. C'est, donc, comme tu as dit, l'intégration, et je vais en parler. Ensuite, il y a tout le parcours d'évolution avec une des valeurs de Big Mama qui est la méritocratie. Et enfin, la place du management. Sur le premier sujet, l'intégration, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle de dire vous n'aurez jamais 2 chances de faire une bonne première impression. Donc c'est une phrase qui s'applique évidemment pour nos clients. Alors, c'est hyper important, le ciao, buongiorno quand vous arrivez dans nos restaurants. Mais aussi, et énormément, ça en tant que DRH, je suis à la voix de la RH aujourd'hui, mais c'est quelque chose où c'est essentiel que, en fait, pendant leur recrutement, surtout que aujourd'hui, nous, on recrute 70% d'Italiens. Donc, quand on va les recruter, c'est important. 70% des salariés Big Mama viennent d'Italie. Exactement. C'est énorme, d'accord. Donc, ce sont des personnes qui viennent en France, qui ne connaissent pas forcément ni la langue française, ni la culture, la culture, ou travailler même, parce qu'il y a certainement des très jeunes qui n'ont jamais travaillé. Et comment vous les accompagnez c'est là où on se dit que la mission qu'on a, Change People Lives, Louis Pizza, en fait, on a un énorme... Moi, je trouve que j'ai un rôle à jouer là-dedans, quoi. Enfin, c'est des Italiens qui ont parfois 18 ans, on leur dit hey, viens, on va te changer ta vie, et viens en France, vive l'aventure, ou même au UK, en Allemagne, où on est présent aujourd'hui. Donc, comment on fait ça? En fait, aujourd'hui, on a un parcours d'onboarding assez robuste qui se constitue en fait, chaque restaurant a des ambassadeurs. Et ensuite, chaque ambassadeur va mettre en place, pendant 1 mois, un parcours d'onboarding. Il est assez simple, il se compose de 4 semaines. La première semaine, et c'est important, et à tous les niveaux, on rappelle, même si on a été créé à 8 ans, on rappelle les valeurs de Big Mama, l'histoire de Big Mama. Qu'est-ce qui fait que nous, au Big Mama, on va leur changer leur vie, etc. La 2e et 3e semaine, c'est assez classique, c'est des formations métiers. Voilà. Et la dernière, et qui est un peu propre à Big Mama, mais qui est hyper importante, c'est une partie très admin. Bon, ça paraît pas... Waouh, mais en fait c'est hyper important parce que en fait c'est des Italiens, ils savent pas parler français, ils ont pas d'appartement, donc Big Mama, on leur propose des appartements pendant leurs 3 premiers mois. C'est-à-dire ceux qui veulent peuvent être logés par Big Mama ou grâce à Big Mama. Ouais, évidemment ils participent. Ils participent mais si vous les aidez à trouver, à répondre à des annonces, des choses comme ça. Ils ont leur billet d'avion et ils ont leur appartement à Paris. On leur offre des cours de français pour s'intégrer. Hyper important, ouais. Après, je disais qu'on a beaucoup d'Italiens, mais on a quand même 37 nationalités chez Big Mama. Et donc, il y a beaucoup qui ont des titres de séjour. Donc, on leur aide à renouveler leur titre de séjour. C'est bête, mais on leur aide à faire leur carte vitale. Enfin, tout ça parce que, en fait, c'est des choses qui vont nous différencier et qui vont faire que les gens vont se dire, mais en fait, j'ai confiance en cette boîte et je veux y rester. Et en fait, ils prennent du temps pour moi. Donc ça, c'est vraiment le premier volet de marque employeur, c'est l'intégration. Je peux continuer sur les 2 autres, mais et le deuxième qui est important... Peut-être brièvement, et on reviendra dessus après, mais vas-y, tu peux les présenter. Je présente rapidement, mais c'est la méritocratie. Aujourd'hui, on a 25% de notre staff qui promue tous les ans. Donc, et en fait, la méritocratie, je trouve que la restauration, c'est le meilleur terrain de jeu pour évoluer. Et en fait, c'est la chance qu'on a de ce secteur, et en tant que RH, c'est une chance énorme. Mais par contre, là, je suis convaincue, c'est que chacun doit être maître de son développement. Nous, on est là, mais moi, je suis là pour les outiller, les aider, etc. Mais après, chacun doit prendre en main son évolution. Et la chance qu'on a chez Big Mama, c'est qu'on a des parcours d'évolution mais incroyables. J'ai 1000 exemples à donner. T'en as peut-être un, parce que 1000 ça fait beaucoup. Est-ce que t'en as un flagrant qui est arrivé ces derniers mois, justement, où tu te dis ça incarne bien l'esprit Big Mama? J'ai déjeuné avec lui aujourd'hui. Ah bah voilà, c'est tout neuf. Il s'appelle Daniel Figus, c'est le directeur des opérations France. Il a commencé comme runner chez Ismama lors de l'ouverture. Il est passé directeur après avec bien sûr le parcours d'évolution chez Pink. Il est parti au UK, à Circolo Popolare, et aujourd'hui il est directeur des opérations à 30 ans. Et c'est un Italien qui parlait pas français, quoi. Et il a démarré quand chez vous? Alors là, plus ou moins. Ouais, enfin... Je pense que ça fait au moins 6 ans, 6-7 ans qu'il est chez Big Mama et qu'il est là. Ouais, c'est beau. Ouais. Alors César, toi aussi, le côté parcours, le côté transmission, ce qu'a dit Dauphine,
c'est un beau terrain de jeu pour apprendre, c'est extrêmement important chez toi. D'ailleurs, tu as une typologie plus ou moins de tes employés et voilà, un type d'employé que tu vas accompagner également. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je trouve ça hyper intéressant, cette manière de voir les choses. Nous, notre posture vis-à-vis de nos collaborateurs, elle est la suivante, et on leur dit presque à chaque fois qu'on se réunit tous ensemble. Ceux qui sont pas là depuis longtemps, ça les surprend. On leur dit qu'on souhaite à aucun d'entre eux de passer sa vie derrière une plancha. Et en fait, c'est venu avec le temps, mais l'idée c'est de leur dire que on est au courant que les étudiants équipiers qui sont là pour payer leurs études ou pour financer leur bière, on est au courant qu'ils sont là, qu'ils sont de passage, et c'est ok. On est au courant qu'il y en a certains qui sont là parce qu'ils rentrent d'un voyage en Australie et qui veulent repartir au Canada, et c'est ok. Il y en a aussi parmi eux qui ont envie de démarrer derrière une plancha, d'apprendre, de cranter et de prendre de l'autonomie, de la responsabilité et de grandir avec nous. En tout cas, ce qu'on veut leur dire, c'est que on a conscience de la pénibilité du job et que la mission qu'on se fixe, c'est que leur parcours chez nous, il soit grandissant à titre personnel, il soit grandissant pour la boîte évidemment, c'est la première étape, mais que dans un second temps, ce soit grandissant pour eux à titre personnel. Et donc c'était un peu spontané, naturel quand on l'a démarré. Aujourd'hui, on a vraiment écrit ça. Ce qui nous permet effectivement d'avoir une posture assez moderne dans notre façon de recruter et qui nous favorise vraiment en termes de recrutement et de gestion de nos collaborateurs. Et donc ces trois profils, on les appelle donc, alors ça correspond pas, c'est parfois caricatural, mais donc on a nos étudiants, nos routards. Les routards, oui, on les a. Donc les routards, et qui sont parfois pas des routards, mais en tout cas, il y a toujours une catégorie de gens, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a fait des études et qui s'apprête à faire une reconversion professionnelle. Nous, on l'appelle le routard. Et puis après, il y a les bébés entrepreneurs, ou les entrepreneurs en devenir. Voilà. Aujourd'hui, sur la centaine ou 150 collaborateurs qui ont bossé pour nous, on en a 10-15% qui sont à leur compte aujourd'hui, essentiellement dans la restauration, qui ont des bars, qui ont des restos, qui ont des brasseries. Et parfois pas de la restauration. On a récemment un petit loulou qui a monté une boîte de formation en intelligence artificielle. Voilà. Et donc notre mission, c'est d'accompagner ces trois types de profils en fonction de leurs besoins, qui ne sont pas les mêmes. Mais à chaque fois, il s'agit juste de faire progresser ces profils-là. L'étudiant, il va avoir besoin d'un cadre, de fun, de découvrir le milieu de l'entreprise qu'il n'a probablement jamais vu. Et donc on lui offre ça. Le routard, il a besoin de confiance, il a besoin d'autonomisation. De structure peut-être. De structure, qu'on le rassure, qu'on passe du temps avec lui. Et donc, effectivement, et je rebondis un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Julia, ça coûte de l'argent. Nous, ça nous coûte surtout du temps. Et donc on a mis en place tout un parcours qui, encore une fois, au début était très improvisé, aujourd'hui est très construit, qu'on appelle chez nous la musique du management. Voilà, la musique du management, voilà, qui dure du début jusqu'à la fin de l'année. Alors nous, l'année, elle démarre en septembre, elle finit en juin, comme dans une école. Comme on est un peu une école de l'entrepreneuriat ou une petite école de la vie, ou enfin, selon la vision, mais ça nous va bien. Et cette musique du management, elle va se jouer avec des temps forts, des temps faibles, tout au long de l'année, des moments très formels, avec des rendez-vous individuels, des rendez-vous plus informels, qui sont des rites, des rituels qu'on a créés, qui sont parfois simplement des grandes messes, des grandes fêtes. On aime bien le management par la surprise, donc convier nos collaborateurs pour une réunion et puis en fait les surprendre et que ce soit une grosse fête. Nos collaborateurs, on a une moyenne d'âge qui est très très jeune. Et donc ça marche avec ce public-là. Ce que je partage là, évidemment, ça marche avec mes collaborateurs, ma structure, mon identité. L'idée, c'est... Parce que ça te correspond et ça correspond à ton associé. Enfin voilà, ça vous correspond à tous les deux. C'est pas quelque chose que vous avez tenté de faire parce que c'était cool, mais c'est parce que c'est vous. Ouais, en fait, on l'a fait très spontanément au départ. Et d'ailleurs, maintenant, tu as un rôle de mentor, de coach. Enfin, d'ailleurs, tu es mentor, service compris, ça on l'a pas dit tout à l'heure. Depuis, tu es un des premiers, je crois, en dehors de Paris. Et là, tu l'es littéralement avec tes employés, que tu vas vraiment coacher, comme tu as dit, tu accompagnes dans leurs projets en dehors de comptoir volant. Exactement, on a ce rôle-là, je l'ai, mais je sais aussi le donner à mes équipes. On a un directeur des opérations qui est
un de nos premiers salariés qui a démarré avec nous derrière une plancha il y a 8 ans et qui a aussi cette capacité à mentorer, accompagner ces profils-là. Et donc effectivement on est dans cette démarche-là de dire que notre job en fait c'est pas juste de troquer un salaire contre un planning et de se limiter à ça dans un monde où de moins en moins de gens veulent faire notre métier, où la tension relationnelle dans nos métiers est forte. On pense qu'effectivement ne pas considérer que notre job se limite à ça, c'est se donner une chance de plus d'avoir une bonne ambiance et puis un turnover faible ou en tout cas pas subi et une pompe à recrutement tout le temps amorcée. Donc en fait cette logique là c'est pas juste une logique d'humaniste, effectivement c'est assez ancré, mais c'est une vraie logique business en fait. En fait le sujet RH est un sujet business finalement. Exactement. Et c'est la réunion entre ces deux sujets là. Alors on a parlé justement du temps. Le temps de travail est de plus en plus une question au sein de la restauration, où il y a des aménagements qui sont possibles, on le voit de plus en plus. Toi, Julia, justement, comment ça se passe chez vous? Parce que toi, ton resto est ouvert 7 jours sur 7, tu as 40 employés. Est-ce que tu peux nous dire si tu as fait des aménagements de temps, justement, pour peut-être attirer plus facilement du monde ou fidéliser tes employés? Oui, alors du coup effectivement on est ouvert 7 sur 7 midi et soir et c'est un gros restaurant. Je dis ça parce qu'on a un peu aussi fait un gros restaurant en se disant que dans 40, avec des gros plannings, une grosse masse salariale, on pouvait aussi avoir un petit peu plus de marge de manœuvre pour s'adapter. Quand vous êtes avec 3 mecs dans un resto, il en manque un, c'est la galère et il demande une adaptation, vous pouvez pas trop. Donc on s'est dit que ça nous permettrait aussi de mieux déployer ce qu'on avait envie de faire. Et alors entre ce qu'on avait écrit dans le fichier Excel du début et la réalité, c'est pas exactement passé la même chose. Un petit décalage effectivement. Mais on a plein de gens sans coupure. On a proposé la semaine de 4 jours aussi, donc il y a pas mal de gens qui sont en 4 jours, 3 jours. On s'adapte. Ce qui est intéressant, tu m'avais dit que tout le monde, ça plaisait pas à tout le monde. Oui, et ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens, du coup, ça fait des grosses journées, ça fait 10 heures de travail, en gros, par jour. Des fois, 10 heures de travail dans un travail qui parfois est pénible. Si vous êtes en cuisine, vous êtes debout, il fait chaud, voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc il y en a qui préfèrent des journées un peu plus cool et être en 5 jours. Oui. Et puis après, tu jongles avec tout ça. Pas moi en l'occurrence, au sein du restaurant directeur Maslow. opérationnel qui est là et qui galère, et qui essaye d'arranger tout le monde effectivement dans la mesure du possible. Donc en fait, nous on a toujours pensé aussi que je sais pas comment dire, c'est peut-être une nouvelle façon de voir le travail, mais le travail, c'est pas toute la vie des gens, il faut quand même le reconnaître. Alors peut-être il y a 15, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, ou de la génération de nos parents, le travail était hyper central et ça l'est de moins en moins. Donc il y a des gens, ils ont des trucs, ils ont le droit d'avoir du yoga, des enfants, envie de partir en vacances, et c'est pas grave, c'est bien, tant mieux pour eux. Et donc dans les valeurs de l'entreprise, il y a aussi essayer de prendre en considération que tout le monde a droit d'avoir une vie cool aussi en dehors du travail. C'est un métier qui est hyper exigeant. Vous travaillez toujours en décalé par rapport aux autres gens. Si on peut faire des adaptations, oui, on le fait. Donc il y a un peu de tout au final chez nous. Entre les 4 jours, 3 jours, les 0 coupure, les un peu de coupure, les 20 heures, les je ne travaille que le soir et je cumule un autre job. Voilà, on essaye d'arranger tout le monde. Chapeau. Toi aussi, tu chapeautes, Dauphine, les plannings. Enfin, t'as pas les mains dedans, mais tu es au courant de. Ah si ? Ah bon. Et du coup, vous alors, comment vous organisez chez Big Mama ? Parce que est-ce qu'il y a aussi des arrangements un peu comme chez Maslow ? Oui, c'est bon. Nous, ce qui s'est passé dans la planification, c'est pendant 5 ans, et c'est, je pense normal aussi, on avait de la planification sur Excel. Quand on arrive à une taille critique qui était celle de Big Mama il y a 2 ans, on a choisi de s'outiller avec une petite planification. Ce qui a permis et ce qui a un peu changé aussi, et ce qui a été une vraie révolution pour Big Mama, et ce qui est un enjeu, je le trouve, dans la restauration, c'est donner de la visibilité dans la planification, dans la restauration. Ça peut paraître très très bête comme ça, mais c'est un vrai élément différenciant. Qu'est-ce que tu entends par visibilité, du coup, en restauration ? Comment tu traduis ça ? Ça a pris du temps, Ça n'a pas été fait en quelques semaines et quelques mois, ça a pris beaucoup de mois. Mais aujourd'hui, on demande à nos managers qui font les plannings de faire et de publier les plannings un mois en avance. Et dans la restauration, c'est pas évident, mais c'est
pour moi en tant que DRH, quand tu disais ouais, toi t'es pas trop la main dedans, si, je suis tout le temps, tous les matins, j'ouvre le petite planification. C'est bête, mais c'est tellement un enjeu, je trouve, de rétention que de se dire. En plus, ils ont leur propre application aujourd'hui, donc ils peuvent dire, en fait, dans 6 mois, je pars 1 semaine en vacances et je vais le demander et ça va changer. Je vais avoir les mêmes jours de repos. C'est bête, mais ils ont maintenant les mêmes jours de repos qui sont consécutifs. Et après, ils peuvent dire s'ils veulent leur congé, etc. Et ça donne aussi, et c'est important, de la transparence dans la planification. Et ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses chez Big Mama et on en est hyper fiers, quoi. C'est cool. Le temps de travail, César, toi, est-ce que tu arrives, 40 personnes, c'est beaucoup plus petit, sur 5 sites, tu arrives à faire en sorte que tout le monde soit content? Je vais pas prendre trop de temps parce que globalement je m'inscris dans ce qui a déjà été dit, mais nous, on n'a pas fait d'effet waouh avec la semaine en 4 jours ou pas que ce soit une critique du tout, hein, mais en fait parce qu'on n'est pas capable de le faire. Oui, voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les équipes sont plus petites, nos plus grosses équipes c'est une dizaine de personnes ou une douzaine de personnes, les plus petites descendent à 3, 4, 5 personnes. Donc il n'y a pas ce sujet-là. En revanche, on est outillé et on est assez fan de beaucoup d'outils d'ailleurs à tout point de vue. Je pourrais animer des tables rondes sur des sujets de gestion de matière ou de ratio, j'adore ça aussi, mais sur le sujet des staffs, voilà, le fait de s'outiller pour le coup depuis un certain temps donne beaucoup d'autonomie au staff et on les laisse très libres. C'est vraiment la démarche, c'est-à-dire de pouvoir switcher d'un shift à l'autre sans forcément avoir à aviser directement leur manager tant qu'il y a on met des garde-fous, mais globalement ils ont beaucoup d'autonomie là-dessus. Les plannings pour le coup c'est tout le temps, plusieurs semaines voire plusieurs mois en avance, avec effectivement la capacité d'avoir sa vraie vie, sa vie d'à côté qui pâtit le moins possible de son job. Donc voilà. Et tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas, enfin, je reprends tes mots, hein, tu te sentais pas visionnaire au début de l'aventure entrepreneuriale. Là maintenant, dans tous les projets que tu accompagnes en tant que mentor, est-ce que justement, toi, c'est un sujet sur lequel tu vas attirer l'attention des personnes que tu accompagnes? C'est très amusant parce que effectivement, c'est souvent un sujet qui est un peu oublié. Et à juste titre en tout cas, on peut comprendre que les premiers stress soient plutôt liés à des sujets de financement, des sujets de marketing, des sujets de produits. Ça se comprend bien. Voilà, donc mon job, c'est d'un peu prendre la lampe de poche et de mettre la focale sur ce point-là, sans exiger du futur dirigeant qu'il soit capable d'être un visionnaire parfait, ou en tout cas de déployer une marque employeur hyper exacerbée, surtout pour des projets qui sont parfois de taille modeste, mais en tout cas d'avoir au moins une idée de ce qui serait plutôt sain ou pas pour sa future entreprise. Voilà, on essaie de poser des jalons et c'est marrant parce que ça éveille des choses tout de suite. Une fois que le dirigeant se met en marche sur le sujet, il est assez volubile, mais il avait parfois pas l'idée de s'exprimer sur le sujet, quoi. Et alors quand il arrive devant un banquier en ayant aussi posé ça le rend tout de suite beaucoup plus crédible, parce que le banquier, lui, sait que c'est difficile de recruter, lui sait que c'est difficile de manager, surtout quand on n'est pas du métier. Et donc quand on arrive en disant ok, je sais que c'est difficile, mais voilà ce que j'ai mis en place, ce que j'ai identifié. Parce que c'est le gros point pour moi en fait, c'est que il n'y a pas de route toute tracée sur ce métier-là. On est obligé de rien, mais ce qui est interdit, c'est de rien faire. Et donc aujourd'hui, faire une espèce de micro-école Poudlard de l'entrepreneuriat qui me va très bien à moi, ce serait sûrement très compliqué à mettre en place pour d'autres. Les relais peuvent être le sport, peuvent être... j'ai un ami qui a une chaîne de resto asiatique qui donne des cours de français à une grosse partie de ses collaborateurs. Voilà, c'est tout ce qui peut être fait en plus, qui coûte de l'argent ou du temps. Mais en tout cas, il y a un vrai alliage des deux. C'est pas qu'une histoire d'argent pour finalement... sortir un peu de la mêlée dans un monde où franchement ceux qui sont dans la mêlée c'est vraiment dur, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous sait combien ça coûte finalement quand un collaborateur part? On l'a formé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois. Est-ce que vous avez une idée du coût en pourcentage de son salaire, justement parce que non? Aucun d'entre vous? Heureusement, il y a une bonne élève parmi nous. Ouais, non, et encore. Non, c'est assez compliqué à calculer, ça dépend de beaucoup de choses, de l'ancienneté, etc. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que ça coûte surtout pour les équipes qui y restent. Pas forcément pour l'entreprise. Oui, c'est ça, oui, pour les équipes et pour la structure du coup. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire en termes de... il faut recruter derrière à nouveau, il faut à nouveau former, donc tout ça, c'est un coût de temps. Non, mais c'est sûr que l'enjeu, enfin la KPI...
la KPI qu'on suit énormément, même Big Mama ou RH, c'est la KPI du turnover. Et le turnover, on sait que c'est la difficulté du secteur et il y a on a parlé de plein de choses pour y faire face, plein de bonnes pistes, il y en a plein d'autres, mais c'est quelque chose qu'on suit de près, quoi. Un chiffre exact de pourcentage, je ne m'avancerai pas. Moi, je peux te donner une stat. On ouvre un resto cet été. On va faire à peu près 400 000 € d'investissement pour démarrer ce petit resto. C'est un resto de 100 mètres carrés. Et on va dépenser, sur le BP, je crois qu'il y a 20 ou 22 000 € mobilisés pour l'ouverture, pour pallier pour les premières galères d'ouverture, les mecs qui resteront pas, la formation, le temps passé, etc. C'est des gens qu'on va recruter probablement 2-3 semaines avant le démarrage. Et donc 5% de ton budget quand même. C'est pas anodin. Non, mais c'est vraiment pas anodin, c'est sûr. D'où le. Ah oui. Je reviens sur le sujet de l'onboarding, parce qu'en fait, nous, on l'a pris un peu dans l'autre sens. Tu sais qu'il y en a qui vont pas rester, que ça soit subi ou pas subi. Et d'ailleurs, même quand c'est subi, c'est des fois pour plein de bonnes raisons, quoi. Les gens, ils ont la bougeotte dans ce milieu. Si au bout de 6 mois, il a envie d'aller voir ailleurs, c'est pas grave. Mais du coup, ton onboarding est hyper important parce que ça veut dire que tu vas se tourner souvent et que plus le gars il est efficace tout de suite, plus tu vois quand il part, moins c'est grave, et plus le fait de rentrer quelqu'un de nouveau est moins difficile. Donc le fait qu'il soit rapidement sache rapidement comment tourne le resto, comment on s'intègre, qu'il connaisse vite ses équipes, qu'on lui ait montré ça, et tu gagnes du temps, du coup tu gagnes aussi de l'argent. Parce que c'est hyper effectivement déprimant de se rendre compte qu'un gars il est productif au bout de 6 mois et que c'est le moment où il part. Ça, voilà. D'ailleurs, ouais, je rebondis, et en dehors de la KPI classique de turnover que tous les restaurateurs suivent, il y a une KPI importante que nous, on a décidé de suivre chez Big Mama, et c'est le turnover des 4 premières semaines. Avec un objectif pour chaque directeur de turnover des 4 premières semaines. Pourquoi ? C'est évidemment, on n'empêchera jamais des personnes de partir, etc. Même si on met tout en place, il y aura toujours des personnes qui vont partir. Les 4 premières semaines, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a raté. Oui, une erreur de casting, quoi. Ouais, soit le casting, on a raté, soit la promesse qu'on a faite lors du casting. Et c'est ça qui est hyper important, et c'est sur ça je vous conseille de challenger, c'est ces 4 premières semaines, encore une fois. Elles sont cruciales. Bon, et c'est ça qui coûte le plus cher quand les gens partent. Alors, on approche de la fin de la table ronde déjà. On va prendre des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions au sujet justement de tout ce qui est marque employeur, recrutement ? Oui, il y a une question là. Oups. Merci César. Des missions qu'il peut y avoir, mais vous ne parlez jamais d'absentéisme. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre l'absentéisme ? Bonne question. On fouette. Rien. Enfin, tu fais en sorte que les gens soient heureux d'aller au travail déjà, parce que des fois, ils viennent pas, c'est souvent parce parce que c'est trop dur que rien en fait. Tu prépares tes plans B parce que de la l'absentéisme il y en aura. Ouais. Par l'expérience, en fait, si on utilise les bons collaborateurs pour remplacer les mauvais qui ne viennent pas le matin, ça détruit en fait l'environnement général. Et donc c'est pour ça qu'on Tania Sarou pour savoir si... Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Tu parles plutôt d'absence injustifiée ou plutôt de tout ce qui est maladie, etc. Est-ce que c'est différent parce que de manière générale, pourquoi je distingue ? C'est que les absences injustifiées, etc., c'est du comportement, et on doit être intransigeant. Et en fait, il y a des process disciplinaires qui existent pour ça. Et franchement, évidemment, une absence injustifiée, ça se justifie, il n'y a pas de problème, et tant qu'on informe, j'ai vraiment pas de souci. Quand c'est répété, et malheureusement ça peut être le cas, là, on est armé, et vous avez, pour faire des avertissements, etc. Et ça, c'est important de le faire aussi. Ensuite, les autres absents, donc Arima Dizidi, Action du travail, c'est un autre sujet qui pas un sujet anodin, surtout dans la restauration, où il y a des actions de sensibilisation, de formation, etc., mais qui est encore un autre niveau. Mais déjà, à ce niveau-là, qui est vraiment l'absence injustifiée, il y en a beaucoup dans notre secteur. Évidemment, il y a de la compréhension, de la bienveillance au début, et ensuite, il y a un recadrement qui doit être fait, et vraiment, et c'est même en termes d'exemplarité, c'est hyper important. Nous, ce qu'on a fait, je vais juste répondre, on demande d'abord à ceux qui veulent, c'est pas une obligation, s'ils veulent venir remplacer, et c'est rémunéré, c'est-à-dire qu'en fait, il vient faire ses horaires, mais il y a une prime qu'on appelle prime d'extra de 7 € brut
qui se rajoutera aux heures faites sur la fiche de paye à la fin, qu'on a calculé en se disant que c'était... avoir un collaborateur manquant, ça coûte quelque chose, et faire appel à de l'intérim ou une plateforme d'extra, ça coûte aussi assez cher. Et donc, en réalité, payer ça, c'est moins cher pour nous qu'un trou ou qu'un extra sur une plateforme. Et le collaborateur, il a au moins le sentiment de pas toujours aider pour rien et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aident. Et surtout, on force personne. Bon, de temps en temps, tu es un peu en train de supplier, on va dire, hein, mais voilà, on force personne. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Oui. Attends, pardon, je te passe le micro. Comment vous faites pour ne pas avoir un certain gap entre le bureau et ceux qui travaillent dans les restaurants directement? Parce qu'il y a des informations qui ne remontent pas toujours. Ils peuvent se sentir lésés. Est-ce que vous faites des tours de table avec eux ou est-ce que vous mettez des choses en place pour qu'il y ait une certaine communication entre le... C'est un super sujet. Oui, effectivement, c'est qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer, la communication interne qui est hyper importante, vous me l'avez expliqué, au sein de vos restaurants, de vos groupes. Et dans l'échange d'avant sur la partie financement, j'ai bien entendu le sujet de la boîte qui veut grossir son siège trop vite, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant. Je sais pas s'il est encore là, mais il a parlé d'une bulle d'air pour avoir démarré vraiment de zéro. On parle de 70 000 euros de chiffre d'affaires ma première année dans un camion. La bulle d'air, quand on commence à la sentir, l'air est d'une fraîcheur extraordinaire, et donc effectivement on peut avoir tendance à s'enivrer de cet air-là et à créer. Alors si je vous partage ça, je pense pas avoir basculé du mauvais côté de la barrière, mais en tout cas les risques arrivent assez vite de s'isoler ou en tout cas de prendre des distances avec l'opérationnel qui serait dangereux, et donc d'où la nécessité absolue de s'opposer avec ses partenaires, mais aussi avec tous ses collaborateurs terrain qui voilà, et de maximiser. Alors donc c'est ce que je vous partageais avec la fameuse musique du management, mais d'essayer de faire en sorte que votre quotidien, en tout cas en tant que dirigeant, il soit à la fois à votre place de dirigeant, à prendre le temps de pouvoir analyser les choses avec un peu de recul, mais aussi de se coller au terrain avec voilà, tout un nombre de rites, de rituels qui fait qu'en fait vous restez au contact de vos équipes. Nous on a une trop petite boîte aujourd'hui pour s'isoler complètement des opérations, et en plus de ça, avec ce que je vous partage sur le côté un peu développement personnel, petite école de l'entrepreneuriat, évidemment si je suis comme le dirlo planqué dans son bureau, ça ne marche pas. Et donc t'es au contact effectivement, voilà. Et tu crées le contact. En fait, tu permets aussi à tes équipes de se... Ouais, mais donc ça s'écrit en fait. C'est juste se dire, ok, là il va y avoir un sujet, comment au cours des 8 prochains mois, voilà. Et micro-exemple, par exemple, aujourd'hui, 3 fois par an, avec les profils qui sont nos étudiants, eh bien, avec mon associé, on anime une petite conférence interne. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais sur le thème de entreprendre. Voilà, c'est quoi entreprendre? C'est quoi la posture de l'entrepreneur? Entrepreneur, c'est pas seulement déposer des comptes à l'INPI, etc. Mais voilà. Et donc on passe 3 heures avec nos étudiants qui sont, au début ils comprennent pas du tout pourquoi ils sont là et tout. Et donc c'est très formel. Et puis évidemment ça débouche à pas mal d'échanges qui deviennent très informels. Et comme ça en fait on garde une main sur le terrain. On connaît les prénoms, enfin des choses toutes simples mais qui marchent. J'ai juste une bonne pratique à partager. Big Mama, aujourd'hui, on est 100 au siège. Donc, toi, cet écart entre les fonctions, le back et le front, on peut le vivre. Et on a quand même une bonne pratique. Enfin, avant, la bonne pratique, c'est déjà, dès que quelqu'un arrive dans le siège de Big Mama, c'est nous, on est au service des restaurants. Moi, Dauphine, mes clients, c'est les restaurants. Et la bonne pratique qu'on met en place, c'est que dès qu'un nouveau salarié rentre dans les bureaux de Big Mama, il a 2 semaines où il va faire des vies ma vie. Et donc moi, quand je suis arrivée chez Big Mama il y a 2 ans maintenant, j'ai fait hôtesse chez Boulard-et. Autant vous dire que c'est hyper compliqué. Comme vous voyez, en fait, tu prends le rôle d'autres personnes pour voir un peu pendant le 2 semaines, je tous les jours allais faire des services dans la plonge, en tant que runner. À la pizzeria. Et donc ça, c'est l'onboarding. Et on continue pour pas perdre le lien où parfois, c'est pas tout le temps non plus, mais il y a déjà eu des épisodes où il manquait du staff, etc. Et il y avait des questions d'absentéisme. Et on a demandé au siège de venir faire des services le soir. Donc moi, je me suis retrouvée plusieurs fois un samedi soir, et c'est normal, barman dans un des restaurants, etc. Et c'est important et qu'on soit toujours hyper présent. C'est pas parce qu'on est 100 qu'on doit pas être dans les restaurants. Alors,
Mot de la fin pour toi, Julia, parce que toi je sais aussi qu'il y a ce côté vie ma vie au sein de restaurant. Est-ce que tu as une dernière best practice à partager? Et puis on sera obligé de clôturer, je suis désolé. Ah merde, là attends, tu me prends de court. Non, oui, j'allais te dire vie ma vie, et alors je tire juste le fil, c'est que c'est vie ma vie, c'est valable pour tout le monde, donc toi, tu dis il y a un écart avec le siège et le terrain. Tout le temps, et c'est chiant, c'est une galère, et c'est très énervant, et donc c'est une très bonne façon de faire, et on le fait aussi, mais c'est valable intra-resto aussi. Donc nous, dans l'onboarding, premier jour d'arrivée de la personne, elle fera 1 heure de plonge, 1 heure de run, 1 heure de bar back, obligatoirement, quel que soit son poste, juste aussi pour fluidifier la communication entre les équipes, parce que quand t'as là pour le coup un resto de 40, cuisine contre salle, enfin on connaît, tu vois, ce problème, mais nous on voulait pas ça, et donc on a fait ça, et ça se passe, enfin en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y a la cuisine contre la salle pour l'instant chez nous. Bon, bah merci à tous les trois. Désolé, c'est un sujet passionnant. Je suis désolé de l'écourter. Si jamais vous avez des questions, je pense que vous êtes éventuellement disponible pour y répondre par la suite de manière informelle. On se retrouve tout de suite pour la dernière table ronde. Merci à vous trois encore.